Voici 3 questions pour tester tes connaissances sur les espaces pris de version réelle. Donc c'est parfait si tu t'apprêtes à passer des concours pour te faire un petit rappel. Et c'est parfait aussi si tu es en sup et que tu prépares un contrôle sur les espaces pris de version réelle. Donc la première question, c'est vraiment très proche du cours. Ah oui, d'ailleurs, je vous invite à faire les 3 questions avant de m'écouter pour bien vous imprégner de cet exercice. On va passer directement à la question 1. Donc la question 1, c'est du cours en fait. Il suffit juste de remarquer que ceci, pour P et Q, ceci est un produit scalaire, et ceci est une forme linéaire. Et comme on est dans un espace de dimension finie, voilà, c'est ça les 3 arguments, et comme on est dans un espace de dimension finie, et bien c'est un espace pas seulement Hilbertien, mais aussi euclidien, ce qui fait que les euh, applications linéaires de la forme Q, enfin, à Q associe P scalaire Q, avec ce produit scalaire par exemple, et bien ça représente toutes les formes linéaires. Donc ça atteint toutes les formes linéaires, donc on a une forme de surjectivité. Et comme Q associe Q de 0, c'est une forme linéaire, et ben on aura un P tel que pour tout Q, on aura ça. Si vous voulez, je l'ai redémontré. Enfin, si vous vous souvenez pas du résultat du cours, j'ai tout redémontré ici rapidement. Vous pouvez passer, mais je vous recommande grandement de connaître les démonstrations de cours parce que même si ça, on peut avoir l'impression que ça sert à rien, que on n'a pas besoin de connaître les démonstrations de cours pour faire les exercices. Eh ben non, en fait, parce que ça peut vous inspirer pour faire des exos. Et aussi, c'est très bien de les connaître parce que comme ça, on se souvient mieux des hypothèses. On se souvient mieux de pourquoi on a l'hypothèse que l'espace doit nécessairement être de dimension finie pour que ça marche. Donc pour faire la démonstration rapidement, il faut juste poser cette application-là, donc cette application linéaire qui va de E dans l'ensemble, avec E c'est un espace euclidien quelconque, donc un espace Hilbertien de dimension finie. Donc l'application va de E dans le dual de E, ça veut dire le, ça veut dire tout simplement que l'espace des applications linéaires qui vont de E dans le corps des scalaires. Donc là, ça va être les applications linéaires qui vont de Rn dans R. Rn de x dans R. Donc c'est pas très compliqué. Et, et à P, on associe la forme linéaire de base dans l'espace euclidien, c'est Q associe le produit scalaire de P et Q. Ça c'est une forme linéaire. Oui, c'est une forme linéaire. Vous pouvez le vérifier. Et on prend le produit scalaire, celui-là. Comment on prouve que c'est surjectif? Parce que nous, ce qu'on voulait prouver, c'était que c'est surjectif. Pour prouver que ça atteignait bien l'application qui a Q associé Q de 0. Donc pour prouver que cette application, c'est phi de quelque chose, donc phi de P, c'est ça qu'on veut prouver en fait. Et ben en fait, il va falloir prouver que ça, c'est surjectif. Et pour prouver qu'un truc est surjectif, si la dimension d'arrivée est égale à la dimension de départ, et ben c'est plus simple de déjà prouver que c'est injectif. Et ensuite, on aura directement la surjectivité par égalité des dimensions. Bon, l'égalité des dimensions, je l'ai faite, voilà, c'est là. La dimension de E, c'est égal à la dimension de E étoile, parce que E étoile, c'est les applications linéaires qui vont de E dans l'ensemble l'ensemble scalaire, qui est de dimension 1. Donc en gros, ça veut dire que c'est la dimension de E étoile, c'est la dimension de E fois la dimension du corps de base, qui est 1, donc c'est la dimension de E. Et donc, voilà, on va pouvoir prouver l'injectivité et avoir la surjectivité par conséquence. Donc l'injectivité, je la prouve ici. C'est très simple, hein, en fait, si on prend P tel que pour tout Q, enfin Q, l'application comme ça, elle est nulle, c'est-à-dire que pour tout Q, on a PQ est nul, et on, on prend cette inégalité pour Q égale P, et ça fait P scalaire P égale 0, et quand P scalaire P égale 0, c'est une des définitions, c'est dans la définition d'un produit scalaire, c'est-à-dire que P égale 0, donc la fonction est bien injective, et donc par notre argument de dimension, elle est surjective, ce qui fait que comme Q associé Q de 0, c'est une forme linéaire, comme on l'a vu avant, eh ben, il va exister P par surjectivité, tel que pour tout Q, on a ça. Voilà. C'est juste la question 1, c'est du cours. Mais vous auriez juste pu donner les 3 arguments que j'ai donnés. Espace de dimension finie, ça c'est un produit scalaire, et ça c'est une forme linéaire. Voilà. C'est juste ça que vous aviez à dire. Mais je trouve que c'est utile de se rappeler pourquoi c'est vrai. On va passer à la question 2. Alors pour la question 2, c'est presque comme la question 1, sauf qu'il y a ça qui change. Enfin, c'est surtout ça qui change. Là, c'est plus P qui appartient à N, à Rn de X, c'est P qui appartient à Rn-1 de X. Alors, pourquoi est-ce que ça marcherait ou ça marcherait pas? Parce que c'est une question. J'ai pas mis le point d'interrogation, mais c'est bien une question que c'est existe-t-il? Alors, je vous invite à y réfléchir.
Mais la réponse c'est que c'est non, ça ne marche pas, pour une raison très simple. Et on se dit que, déjà, l'intuition à avoir, c'est qu'on se dit que pour avoir un P qui marche avec, oui, un P qui marche pour tout le monde, qui est universel dans Rn de x pour, euh, pour, euh, cette, euh, pour, pour cette forme linéaire, eh ben, on se dit qu'on a quand même besoin que P il ait un bon nombre de paramètres. Donc on se dit que ça, si P il a n paramètres au lieu de n plus 1 paramètres, donc s'il est dans Rn-1, ça va moins marcher. Bon, ça c'est pas très bien justifié, mais c'est pour nous donner, pour nous mettre sur la piste du fait que la réponse à la question 2 elle sera la négative. Ça va pas exister. Alors pourquoi ça va pas exister? Eh bien tout simplement parce que si P, et si on suppose qu'il existe P appartenant à Rn-1, donc on suppose qu'il existe P appartenant à Rn-1 de x tel que pour tout Q appartenant à Rn de x, on a que Q de 0 est égal à PQ, et ben ça, en fait, on se dit que ça va bien marcher pour tous les, pour si Q appartient à Rn-1, ça va bien marcher. Il va exister un P qui marche euh, tel qu'on a cette égalité pour tous les Q dans Rn-1. Ça, c'est la question précédente, appliquée à n-1. Mais là, c'est dans P. Donc nécessairement, on va devoir prendre un polynôme dans, dans Rn. Sinon, si on prend des polynômes si on prend que des polynômes Q dans Rn-1 pour tester, ça va pas marcher. Et en fait, ce qu'on aime bien faire, c'est d'avoir un truc positif dans notre intégrale. Ce qui fait que si c'est nul, si le truc positif dans notre intégrale est nul, enfin, est d'intégrale nulle, ça veut dire que ce sera identiquement nul. Donc on va essayer de faire un polynôme qui est positif dans l'intégrale. Donc on peut essayer de prendre Q égale P par exemple. Comme ça, on aura quelque chose de positif dans, dans notre intégrale. Mais maintenant, il faut que ce soit d'intégrale nulle, parce que P de 0, rien ne nous dit que c'est nul. Donc P carré n'est pas forcément d'intégrale nulle. Donc ça aurait été bien pratique de prouver que P égale 0, parce qu'on aurait clairement une absurdité, mais là ça va pas être possible. Mais rappelez-vous, P est dans Rn-1, ce qui fait qu'on n'a pas utilisé, on a encore de la marge en fait, on n'a pas utilisé toutes nos hypothèses. On peut encore aller un degré plus loin. Donc comment on peut faire monter P d'un degré pour que cette quantité-là soit toujours, euh, soit toujours positive, entre 0 et 1, et qu'on ait de ce côté-là quelque chose qui soit nul. Et ben, vous l'aurez compris, on va tout simplement prendre le polynôme xp qui est dans Rn-1, enfin qui est dans Rn. Donc q peut être égal à xp vu que q est dans Rn et reprenant tous les polynômes de Rn. Donc on a xp, le polynôme, évalué en 0, et ça va bien faire 0. Ça, on est content avec ça, ça va faire 0. Ça, je peux dire que c'est égal à 0. Et ça va faire xp, q, enfin xp, enfin pxp, donc pxp c'est xp au carré, et ça, c'est bien quelque chose de positif. Vu qu'on est entre 0 et 1. Entre 0 et 1, x est positif. Enfin là, j'ai pas... x, c'est pas une variable. C'est juste que là, j'ai pris la fonction. Donc en fait, il faudrait dire que ça, c'est égal à xp carré de t dt. Et donc ça, c'est égal à... Bon, j'ai un petit peu fait une notation bizarre, mais c'est parfaitement rigoureux. Mais si vous voulez quelque chose de lisible, on a ça. Et cette quantité-là est parfaitement positive. Et ce qui fait que, comme c'est d'intégrale nulle, par le T4H, le théorème aux quatre hypothèses, il faut que 0 soit, enfin, la borne, les deux bornes de l'intégrale soient différentes, et que celle d'en bas elle soit plus petite strictement que celle d'en haut, c'est bon. Il faut que la fonction dans l'intégrale soit continue, c'est bon. Il faut que la fonction dans l'intégrale soit tout le temps positive, c'est bon. Et la dernière, il faut que ce soit d'intégrale nulle, c'est bon. On a les quatre hypothèses, on peut donc en conclure par le T4H. Encore une fois, pendant un concours, vous écrivez pas T4H, vous écrivez théorème aux quatre hypothèses, ou vous dites juste donc, mais ils aiment pas les examinateurs qui mettent des abréviations. Bref, par le T4H, euh, l'application qui a T associé T, P carré, T est identiquement nulle. Donc c'est l'application nulle. Et c'est bien parce que comme c'est vrai pour tout T entre 0 et 1, c'est vrai pour tout T entre 0 et 1 avec le 0 exclu. On a ceci,
Et donc, comme on est dans un corps intègre et que le t est non nul, je peux le supprimer. Ensuite, je peux dire que p de t fois p de t égale 0, ça veut dire que p de t égale 0. Je peux dire ça. Et donc, on a bien que p de t est identiquement nul en une infinité de points, vu que c'est tous les points entre 0 et 1. Donc, p, donc là, je vais un peu vite, hein. Donc, p égale 0. Voilà. Une fois qu'on a ça, là, on se dit, on la voit arriver gros comme une maison, l'absurdité. Parce que ça veut dire que pour tout q appartenant à Rn de x, q de 0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de pq. Mais l'intégrale de 0 à 1 de pq, c'est 0, parce que p égale 0. Ce qui fait que l'intégrale de 0 à 1 de pq, ça va être égal à 0. Donc pour tout q appartenant à Rn de x, q de 0 égale 0. Et bien ça c'est faux. Par exemple, on veut prendre q égale 1. Le polynôme constant égale à 1. Donc si je prends pour q égale 1, on a que 1 évalué en 0, donc ça fera 1, c'est la fonction constante évaluée en 0, est égale à 1 fois p. Et ça, c'est égal à 0, puisque p égale 0. Donc 1 égale 0. C'est absurde. On va dès à présent passer à la question 3. Existe-t-il P, cette fois-ci, appartenant à R de x, tel que pour tout Q appartenant à Rx, on a Q de 0 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de PQ. Donc on pourrait se dire, cette question elle ressemble beaucoup à la question 1, donc la réponse va être affirmative. La réponse va être oui. Et ben non, elle va pas être oui, parce que là, dans la question 1, on avait Rn de x qui était de dimension finie, donc c'est un espace euclidien. Là, Rn de x, c'est un espace de dimension infinie, donc on ne peut plus utiliser l'argument du fait que Rn de x est un espace euclidien, donc toutes les formes linéaires, parce que Q associé Q de 0, ça reste une forme linéaire, on peut plus dire que toutes les formes linéaires sont de la forme P scalaire Q. Donc c'est ce qui va nous conforter dans l'idée que la réponse, ça va être non. Ok, comment on prouve ça? Eh ben, généralement en maths, ce qu'on aime bien faire, c'est utiliser les questions d'avant pour prouver la question d'après. On va utiliser cette question-là. Donc si on a P qui appartient à R de x, P il a forcément un degré. Donc on suppose par l'absurde qu'un tel polynôme existe. Voilà, c'est ça qu'on suppose par l'absurde. Euh, et pourquoi c'est absurde? Eh ben, parce que nécessairement P va appartenir à Rn de x pour un certain n. Et même pour utiliser notre question 2, on peut dire qu'il va appartenir à Rn-1 de x pour un certain n. Et si on a cette inégalité, enfin cette égalité pour tout q appartenant à Rx, comme Rn de x appartient, est inclus dans R de x, et ben on aura cette inégalité pour tout x dans Rn de x. Bon, c'est ce qu'on peut dire. Et on va prendre Rn-1 égale quoi? Et ben tout simplement, enfin, on va prendre n-1 égale quoi? On va prendre n-1 tout simplement égale au degré de p. Donc en gros, n égale degré de p plus 1. Donc on pose n. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise la question d'avant pour faire la question d'après. Donc on pose n égale degré de p plus 1. Donc p appartient à Rn-1. Et on recopie ça. On recopie ça à ceci près que si ceci est vrai, et ben c'est vrai aussi si je prends Q, au lieu de le prendre dans R de X, je le prends dans Rn de X. En fait, qui peut le plus peut le moins. C'est tout simplement ça. Et ça, c'est exactement l'absurdité, enfin c'est exactement la question 2. Et on avait prouvé que si on avait ça, ça veut dire que c'était absurde. Donc c'est absurde. Ou le faire par contraposition. Et ça achève notre exercice. Je vous remercie de m'avoir écouté.